Je propose qu'on prenne 10 minutes pour ouvrir le débat avec la salle et poser quelques questions. Allez-y, je veux bien. Il y en a une devant, deux devant. Peut-être en attendant que le micro vous arrive, je m'en permets une. Et ça s'adresse à Jonathan autant qu'à Xavier et David. Est-ce que quand même la transition qu'on espère voir dans nos mobilités pour des mobilités décarbonées et potentiellement aussi par ailleurs l'investissement dans du fret ou dans des réseaux de mobilité, de transport, etc., peuvent avoir un impact sur les dynamiques que vous décrivez, ou c'est trop long, trop minime voilà. Tu parles bien des investissements dans, par exemple, les véhicules ou alors les bornes Globalement, la géographie de la logistique urbaine, elle est aujourd'hui, je l'ai dit, en train de se recomposer de manière extrêmement forte. Un élément essentiel de structuration de cette géographie, c'est le prix du transport. C'est lui qui aujourd'hui, d'une certaine manière, invite énormément de professionnels à construire leurs anticipations. Ils ne les font pas de manière libre, puisque ce qui est valable pour le logement est encore plus valable pour la logistique, c'est-à-dire qu'on est face à des territoires qui sont extrêmement contraints en capacité d'accueil. Donc oui, c'est sûr que les infrastructures de mobilité propre, et plus largement, moi je dirais, le prix de l'essence, aujourd'hui, et demain peut-être le prix de l'électron, on verra bien, mais c'est ça qui aujourd'hui surdétermine une bonne partie de la capacité d'implantation des entreprises liées à la logistique, avec, comme je le disais, globalement des enjeux aujourd'hui qui sont très très liés aux pratiques de consommation et donc aux pratiques de distribution. Il n'est pas de rien le fait que les acteurs aient besoin de très très grandes surfaces. Voilà. Et ces très grandes surfaces, de fait, on ne peut pas les localiser là où le foncier est déjà cher, là où il est déjà dense, et donc elles essaient de trouver des endroits beaucoup plus périphériques. Du coup, en allant consommer du foncier, le foncier qu'elles consomment, il n'est pas utilisé pour autre chose, en structurant finalement des pôles d'emploi qui vont eux-mêmes venir déformer très très largement ce que vous avez bien démontré, c'est-à-dire globalement des géographies territoriales qui se retrouvent contraintes pour des années et des années. Et puis, à l'inverse de ça, comme je le disais, vous avez en même temps cet enjeu de la convergence des flux vers les cœurs d'agglomération, vers là où c'est quand même déjà extrêmement dense, qui incite, contraint même presque aujourd'hui à devoir repenser l'accueil d'espaces logistiques dans la ville. Ça se fait à la fois avec une volonté qui est encore un peu incertaine des acteurs, mais qui est animée par la contrainte, c'est ce que je disais, et puis aussi par certaines collectivités, certains territoires qui comprennent que, mine de rien, il y a cet intérêt à venir mixer finalement l'ensemble des fonctions urbaines. Et donc, dans cet élément de contrainte et de lutte pour le foncier que l'on a bien décrit jusqu'à présent, il faut rajouter encore une brique, si j'ose dire, qui est précisément celle de pouvoir réintroduire des entrepôts dans des espaces qui sont déjà habités. Oui, on vous écoute. J'ai réussi à prendre le micro, je suis très contente. J'ai beaucoup de questions depuis hier, mais je vais essayer d'être très synthétique et d'aller de simplement réagir par rapport à l'idée d'un virus qui circule. Donc moi, je suis directrice de l'atelier de recherche et d'action urbaine, une association bruxelloise historique des luttes urbaines contre la bruxellisation des années 60. Depuis 1969, on fait des écoles urbaines. À chaque mois de mars, je sais j'ai compris qu'il y avait une école urbaine à Sciences Po. Sachez qu'à Bruxelles, on fait des écoles urbaines depuis 1969. Et à chaque fois, depuis plus de 5 décennies, on prend du recul pour réfléchir non pas qu'à Bruxelles, mais à ces enjeux urbains de rénovation urbaine, de construction de logements. Et petite précision avant d'aller me confronter à l'idée d'un virus anti-construction, sachez que dans notre association, on a toujours plaidé pour la rénovation urbaine. On a essayé d'instaurer des contrats de quartier pour la rénovation urbaine, pour construire plus de logements sociaux. Néanmoins, petit à petit, on
on réaffirme plutôt l'idée de réhabilitation plutôt que de rénovation. Et c'est vrai qu'on se pose de plus en plus de questions, même chez nous, sur la question des nouvelles constructions. Mais je dois dire qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu depuis hier dans les débats. C'est passionnant, les interventions sont passionnantes, mais j'ai toujours du mal à comprendre si on s'inscrit dans un territoire d'étalement dans nos réflexions, d'étalement urbain, ou si on parle vraiment des villes. Et c'est pas la même chose pour tous ces enjeux-là. Si moi, chaque fois, j'essaye de faire le parallèle avec Bruxelles, avec le contexte aussi hyper urbain du nord de la France et de la Belgique, on est dans des contextes assez différents. Et je tiens à dire que c'est important parce que est-ce qu'on parle de faire la ville sur la ville? Est-ce qu'on parle de l'idée de faire l'étalement sur l'étalement? Enfin, parfois, voilà, il y a des choses qui sont tout à fait justifiées chez Ville Vivante quand on parle des contextes sur lesquels vous travaillez. Puis parfois, ça me dérange un peu plus. Mais bon, je ne vais pas reprendre tout ce qui me dérange depuis hier. Je ferai un article un jour. Voilà. Mais ce qui me semblait important de dire, c'est que moi, dans ce positionnement anti-nouvelle construction, qui arrive aussi à Bruxelles, il y a le Stop Béton, il y a un mouvement très intéressant, le We Are Nature, avec de plus en plus de communautés de quartier qui se positionnent avec voilà, une vraie conscience écologique. Et je tiens à dire que je pense que dans nos discours de professionnels, d'urbanistes, d'experts, parfois un peu technicistes, il ne faut pas être trop condescendant par rapport à ces mouvements-là, par rapport aux riverains, par rapport aux associations, par rapport aux écologistes aussi. Hier, moi, j'ai l'impression que peut-être que le parti écolo est un peu plus fort chez nous, mais quand on entend des Montebourg qui disent... Enfin, il y a des caricatures sur les écologistes qui sont assez fortes, hein, ici, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Je partage quand même... Voilà, il y a un choc culturel quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, par rapport aux nouvelles constructions... nous qui avons toujours plaidé pour des nouveaux logements et des nouvelles constructions, voilà, on se calme aussi, alors qu'on est une lutte historique qui allait dans ce sens-là. Et pour pas mal de raisons. Parce que quand on plaide pour la réhabilitation, dans notre contexte d'urgence climatique et de limitation des ressources et des multiples limites qu'on a déjà évoquées de nombreuses fois depuis hier, on voit que c'est difficile de tout faire et d'avoir les moyens de réhabiliter et de construire. Et quand on s'attache aussi aux questions de ressources énergétiques et des moyens en main-d'œuvre qu'on a, ça c'est quand même très important, c'est du pratico-pratique, mais comment on peut débloquer des moyens pour réhabiliter le vacant de nos villes, et ça, c'est d'ailleurs le sujet de notre prochaine école urbaine en mars, habiter la vacance, habiter sous toutes ses formes. Enfin bon, on se rend compte que pour atteindre nos objectifs de réhabilitation et de rénovation de notre tissu urbain existant, qui en tous les cas à Bruxelles doit impérativement être rénové aussi pour des questions d'isolation énergétique, etc., qu'on connaît partout. Y a pas mal d'experts, là je citerai par exemple Frédéric Chaumet, qui est un expert en énergie chez nous, disent que en fait, tant qu'on n'a pas une règle hyper catégorique de stop aux nouvelles constructions, on n'aura jamais les ressources et la main-d'œuvre qu'il faut pour aller franchement du côté de la rénovation et de la réhabilitation. Je ne dis pas que je partage cet avis, parce que lui-même, il le dit en tant que scientifique et que conseiller parfois, mais on sent qu'il a du mal à aller jusqu'au bout aussi de ce raisonnement-là. Mais c'est une réalité aussi chiffrée. Et on a tous nos biais, hein, et on est un peu monomaniaque de plein de trucs là, dans nos systèmes, etc. Mais on choisit, on veut montrer ce qu'on... Enfin, on sait tous, hein, on arrive à démontrer ce qu'on a envie voilà, ce qu'on a envie de développer, aussi en fonction de nos besoins, entre autres pour les nouvelles constructions chez Ville Vivante, c'est normal. Mais voilà, et donc ça, c'est une question que je pose, parce que j'ai eu du mal, à travers les différents exposés depuis hier, à comprendre comment, dans tous les modèles qu'on a vus, les graphiques qu'on a vus, comment on arrive à intégrer cette question du besoin de ressources en matériaux, de ressources énergétiques pour aller prioritairement vers la réhabilitation plutôt que la rénovation, et aussi d'insister quand même fortement sur l'impact carbone du secteur de la construction. Et il y a plein d'autres études et de raisonnements qui iraient un peu qui vont franchement à l'inverse de ce que vous venez de dire, quoi. Il faut prioritairement aller vers la rénovation et la réhabilitation, et il n'y a pas 36 solutions politiques et de planification pour le faire. Voilà, donc moi je voulais surtout vous poser des questions et vous titiller sur cette question de comment prioritairement réhabiliter avant de toujours construire plus. Je réponds de façon très courte. Je pense qu'à localisation égale, il vaut mieux rénover.
Et simplement, quand on transforme ce slogan, on rénove avant de construire, en slogan, indépendamment du contexte, on voit que les vacants en fait, ont une géographie très spécifique en France. Il y a un petit peu de vacances bien situées à La Rochelle, il y en a un petit peu à La Rochelle de la Vacance, mais il y en a beaucoup moins que dans tous les villages qui sont autour. Donc, à localisation égale, il vaut mieux rénover. Nous, Ville Vivante, on a plus de 50% de nos activités, c'est de la rénovation, de la réhabilitation et de la sortie de vacances, et même plutôt dans les territoires ruraux qui ont des très mauvais bilans carbone. Et donc, quand on fait tous ces travaux et qu'on organise ce colloque, c'est aussi pour faire, je pense que ça fera plaisir à Vincent, notre propre un peu révolution conceptuelle aussi, où on a beaucoup travaillé dans les Vosges centrales, au Creusot. On est plutôt des spécialistes des territoires ruraux, hein. Et on sait qu'on peut y faire beaucoup de choses. On peut beaucoup y rénover. Il y a des ressources infinies. Mais quand on voit ces calculs, et non, je pense qu'en fait les calculs se rejoignent quand même. Là, vous avez vu des chiffres où on regarde à la fois, et c'est ça qui est plus rare, de mettre à côté des chiffres de carbone de la construction, qui sont, il y a consensus là-dessus en général, c'est connu maintenant, et à côté vous y mettez ce qui est nouveau, et parce que c'est, alors on en a dans les pays anglo-saxons, on voit des cartes d'émissions carbone un peu géographiques, mais on les voyait pas trop en France, et nous quand on a rencontré Xavier, on était très contents de voir ces cartes nouvelles. Quand vous mettez à côté la construction et la mobilité, c'est ça qui est nouveau, quand vous commencez à mélanger les dimensions, là vous vous rendez compte des ordres de grandeur. Et l'ordre de grandeur, c'est quand même entre 60 et 80% sur 40 ans, et donc sur 60 ans, 70 ans, et à long terme, ça devient 90% du bilan carbone, qui est la question de la géographie. Mais à localisation égale, le raisonnement reste bon. Rénover, ça coûtera moins cher en carbone que construire. Merci pour votre question. Peut-être quelques éléments sur la logistique. Vous l'avez compris, hein, la ville logistique, elle s'étale. Qu'on le veuille ou pas, globalement, elle s'étale. Elle s'étale, c'est ce fameux desserrement logistique que j'évoquais tout à l'heure. Et alors pourquoi elle s'étale? Juste un mot là-dessus. Je le disais, hein, la logistique, c'est pas quelque chose qui naît de rien. Ça naît de nos pratiques. Qu'est-ce qui consomme aujourd'hui énormément? C'est les entrepôts liés au e-commerce. Et le e-commerce, c'est quoi? C'est finalement des entrepôts de très grande taille. Il faut imaginer que on a dans la banlieue parisienne un entrepôt d'un grand opérateur américain qui fait à peu près 140 000 m². C'est pas le plus important. En Europe, vous avez dans la banlieue de Liège un entrepôt qui fait plus de 200 000 m² pour un gros opérateur de e-commerce chinois. Pourquoi ils prennent énormément de place? C'est parce que globalement, la pratique aujourd'hui, c'est moins de stock et plus de références. Voilà, tout simplement. Donc ils sont construits finalement liés à ces besoins, qui sont des besoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, très contemporains, très liés à nos choix individuels en réalité. Et ça provoque, je l'ai dit aussi, ça provoque une forme de désorganisation, désoptimisation absolument essentielle et centrale pour finalement le fonctionnement des villes, avec un élément majeur, qui est le premier, qui est celui fondamentalement de la carbonation de la mobilité des biens. D'où l'intérêt de pouvoir faire différemment, et faire différemment, c'est pas si simple, comme je disais, hein, à la faveur notamment de ce que réalise l'université Gustave Eiffel. On se rend compte sur 75 villes à peu près, vous avez à peine quelques-unes qui arrivent à contrer ça. Et elle le contre comment? À la fois par une logique de planification, c'est-à-dire une régulation publique qui, d'une certaine manière, essaye non pas d'interdire les entrepôts, mais de faire en sorte de baliser l'endroit où ils viennent s'installer. C'est le premier élément. La deuxième chose, c'est d'essayer autant que possible, j'y reviens toujours, de faire en sorte que la ville ne soit pas un terrain étranger pour les activités productives. Et singulièrement pour celles qui sont liées à la logistique urbaine. Le gain, il est majeur pour tout, pour à la fois la congestion, et y compris pour la décarbonation. Donc c'est contre-intuitif de se dire qu'il faut réintroduire du fret pour en avoir moins, d'une certaine manière. Mais c'est quand même ça la logique. L'autre élément que vous disiez, moi j'y souscris aussi, c'est qu'il faut en effet se méfier des approches qui peuvent être peut-être, vous disiez, trop condescendantes par rapport à celles et ceux qui finalement vont vivre à côté de ces espaces-là. Et je le dis avec d'autant plus de modestie que pour le coup on s'y confronte. Parce que chez Sogaris, on va aussi travailler sur des espaces qui sont en copropriété avec des grandes résidences de logement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi aller arguer, défendre, démontrer tout l'intérêt et le bien fondé de ce que l'on peut à la fois penser en termes de conviction et tenter de mettre en place en termes de conditions d'accès, choix des opérateurs. Et ça, c'est dans des AG de copropriété. Pour celles et ceux qui aiment les AG de copropriété, je vous inviterai la prochaine fois avec nous, vous verrez. Mais du coup, c'est aussi finalement une confrontation réelle qui est extrêmement utile et qui, d'une certaine manière, nous oblige nous-mêmes, à un moment donné, à réintégrer et à comprendre ce que peuvent être évidemment les arguments négatifs en la matière et voir comment on sait pouvoir les surmonter. Juste, on va prendre une dernière question juste là, et après on passera à la prochaine séquence. Ce sera très rapide. Donc
Camille Arnaudin. Moi, j'avais une question sur les freins culturels dont vous avez parlé, qui ne permettent pas de... Enfin, qui font une sorte de retour en arrière par rapport à un mouvement entamé depuis des années sur la poussée vers plus comment dire, de densification. Et justement, moi, je m'étonnais qu'il n'y ait pas d'évocation dans ce colloque sur justement quels sont les freins. Quels sont ces freins et pourquoi vous n'explorez pas ces freins? Enfin, moi, je fais des études qualitatives, de la recherche-action, etc. Je suis plutôt sciences humaines. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi les gens sont réticents face à ces évolutions-là que vous défendez. Et j'ai le sentiment que d'avoir une approche rationnelle, justement, enfin strictement rationnelle, de démonstration avec des données plutôt froides, je ne suis pas sûre que ça suffise. Enfin, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le côté rationnel et le côté plus émotionnel. Et les gens, pour les convaincre et en tout cas les amener vers un autre chemin, c'est pas avec que des données rationnelles qu'on pourra les convaincre. Ce que vous dites, c'est extrêmement important. Et on dit souvent que dans ces domaines, il faut des approches pluridisciplinaires. Mais il y a deux façons de faire du pluridisciplinaire. C'est-à-dire soit une personne fait toutes les disciplines, soit on réunit des personnes de disciplines différentes. Et donc, moi, j'ai juste une chose à vous dire, hein, c'est on va collaborer sur cette question, parce qu'elle est effectivement importante et qu'elle est extrêmement complémentaire de tout ce qui vous a été présenté. Donc, oui, c'est un manque dans ce qu'on vous a présenté, mais si ce manque il peut être comblé, ça sera gagnant-gagnant, comme dit Vincent Fouchier.